Bienvenue sur Mediapart et pour notre nouvelle collection d'entretiens, Les Voix du pouvoir, une collection qui sera consacrée à la compétition pour le pouvoir et aux moyens de le garder, de légitimer sa possession. Et je suis d'autant plus heureux d'accueillir Vincent Martini qui anima sur France Culture ou co-anima une émission qui s'appelait L'Atelier du pouvoir qui a laissé des bons souvenirs. Mais on ne vient pas là pour être nostalgique, mais pour parler de votre nouveau livre, Le Retour du Prince, c'est chez Flammarion. C'est un essai sur notre étrange fascination, détestation des chefs à l'ère contemporaine. Dans l'introduction du livre, vous notez ce paradoxe qui nous met d'emblée dans le sujet. Vous écrivez « Alors que notre époque se caractérise par un désir d'horizontalité politique sans précédent, nous demeurons englués dans l'incarnation. » Et vous allez plus loin en disant que ce n'est pas seulement un paradoxe, mais un retour en arrière sur un siècle pendant lequel des acteurs collectifs, des contre-pouvoirs avaient équilibré cette figure du chef. C'est bien ça? C'est exactement ça, en fait. Je me suis interrogé sur l'évolution dans le temps long de la politique et de voir comment la politique s'est construite en démocratie comme un mouvement d'abord collectif, un mouvement qui était censé lutter contre la personnalisation. On se rappelle de cette expression de Pierre Rosanvallon sur la Troisième République. Il fallait vanter le culte de l'impersonnalité, c'est-à-dire que c'était plutôt le régime d'assemblée depuis la Révolution française qui était censé représenter le véritable pouvoir contre le pouvoir du roi, évidemment. Et ce transfert de légitimité du roi vers le peuple à travers le régime d'assemblée, eh bien, j'ai l'impression que ça a construit vraiment notre pensée de la démocratie. Et ce qui est en train de se jouer depuis une trentaine d'années, peut-être un peu plus en France, eh bien, il me semble qu'on détricote justement cette avancée démocratique. Alors, mais justement, vous le relevez vous-même, le phénomène de personnalisation, d'incarnation, ça n'a rien de nouveau en politique, on peut remonter jusqu'à très loin pour trouver des exemples. Qu'est-ce que vous essayez de capturer de nouveau, justement, dans ces dernières années? Vous avez tout un lexique où vous parlez de rockstar, de supermarque, donc on sent que vous décrivez un nouvel âge de la personnalisation, mais qu'est-ce qu'il a de si spécifique en fait? En fait, quand on reprend le livre de Guy Debord, la société du spectacle, on est tenté de se dire qu'on est vraiment à l'apogée du spectacle politique. Debord, il parlait avant tout de la marchandise, il ne parlait pas vraiment directement de la politique, même si son propos était indirectement politique. Alors la première chose, c'est qu'on a l'impression que là, on est vraiment dans des acteurs politiques qui sont devenus comme des marques, qui se vendent comme des marques, c'est-à-dire comme des façades dont la question du discours importe peu, ou en tout cas dans la question des valeurs, des idées, des convictions importe peu. Ça, c'est la première chose. Ce phénomène, il n'a pas commencé il y a 20 ans, il a commencé évidemment il y a 40 ans. On peut dire qu'il a eu plusieurs étapes. D'abord, peut-être avec Ronald Reagan, cet ancien acteur qui est devenu président de la République, mais à l'époque, quand même, au service d'une idéologie conservatrice. Il a connu peut-être une deuxième étape avec Silvio Berlusconi, le spectacle au service du spectacle, ou la politique au service du spectacle, c'est-à-dire un acteur politique qui se sert du spectacle mais au service de rien, à part peut-être la confusion des intérêts privés et de l'intérêt public. Et puis il y a une troisième étape, me semble-t-il, qui est celle introduite par Barack Obama, ce président qu'on adore adorer, d'une certaine manière, puisqu'il était une sorte de rockstar. Là, il y a quand même une transition qui se fait autour de l'idée que on signe avec Barack Obama, nous les citoyens, une sorte de pacte de fiction qui fait que ce qui compte le plus, c'est ce qu'il est. Et ce qu'il est extraordinaire, la façon dont il parle, la façon dont il interagit, la façon dont il apparaît sur la scène publique est plus important en réalité que ce qu'il fait. Et j'en veux pour preuve le prix Nobel de la paix qui lui a attribué à peu près un an après son élection. Lui-même est même un peu embarrassé parce qu'il n'a encore rien fait pour mériter un tel prix Nobel, mais ça montre, me semble-t-il, ce décalage entre ce qu'un acteur politique pourrait faire et ce qu'il incarne. Et je crois que là, on arrive dans cette nouvelle ère de l'incarnation, et cette ère de l'incarnation, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, elle est marquée finalement par une forme de solitude très grande et beaucoup plus importante qu'auparavant. Ouais. Alors on va en parler, je fais une petite parenthèse quand même par quelque chose qui m'a un peu interpellé à la lecture du livre, c'est qu'on retrouve dans ce que vous venez de dire, à un moment vous dites, oui, on a cette sorte de façade des princes contemporains et parallèlement on a une sorte de disparition des programmes politiques. Vous employez cette expression et pourtant pour chacun des exemples que vous prenez, on peut retrouver quand même pour chacun des propositions, des orientations phares qu'on retrouve, qui correspondent à des intérêts bien compris et qu'on retrouve dans la sociologie électorale de ces dirigeants. Ils sont pas non plus dans les nuées, ils représentent des intérêts sociaux et ça se traduit quand même par des politiques publiques. Donc est-ce qu'on risque pas de se faire piéger
justement par ce côté spectaculaire, alors que voilà, ils défendent aussi des intérêts bien compris. Alors, ça dépend qui et ça dépend dans quelle période. Là, quand je donne les 3 exemples, Reagan, c'est certain. Ronald Reagan, dans les années 80, il se sert du spectacle pour promouvoir un agenda, en l'occurrence libéral-conservateur, qui est très identifié et il n'y a pas vraiment de difficulté. La question des populistes est un peu différente. C'est-à-dire que Berlusconi, en tant que père fondateur du populisme, il produit un état des choses. Mais on ne peut pas franchement dire qu'il ait un programme particulièrement défini, même si ce programme... et ce programme, d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il va attirer une catégorie très hétéroclite de la population. On sort des clivages partisans traditionnels italiens parce qu'il va se nourrir de l'effondrement de la social-démocratie et de l'affaissement de ce qui ne s'appelle pas encore le Parti démocrate, de la gauche italienne. Et donc il va se nourrir d'un maelstrom, d'un centre mou de la politique qu'il va utiliser à son profit. Quant à Barack Obama, vous disiez qu'il avait un véritable programme. Moi, je me rappelle d'avoir vu toute une série de documentaires, j'avais suivi aussi sa campagne de près. Les grands mots d'ordre quand même pour le public américain, c'était « hope » et « change ». J'ai connu des programmes plus précis que ça. Et d'une certaine manière, je crois que les espoirs qu'il a soulevés étaient à la mesure du côté totalement flou de son programme, justement. Et lui-même avait une série de mesures, évidemment, parce qu'on ne peut pas être élu sans vous dire que vous allez faire ça ou ça, mais ça ne correspond pas au programme qu'on avait pu connaître dans les années 70 ou 80, dont je rappelle, aujourd'hui ça nous paraît un autre monde évidemment, parce qu'on est tellement habitué à cet état de fait qu'on n'arrive pas à penser que ça a pu être différent, mais que les 110 propositions étaient considérées déjà, du Parti socialiste en 1981, étaient déjà considérées comme un ersatz de programme par rapport à ce qu'avait été le programme commun entre le Parti socialiste et le Parti communiste dans les années 80, ou même les propositions du RPR pour la France, si vous les observez, c'est vraiment des programmes qui font une centaine de pages, on vous explique pourquoi, comment, les valeurs, les idées, les propositions, le plan, etc. Tout ça est complètement terminé, c'est vraiment derrière nous. On est rentré dans un nouveau monde. Je ne dis pas d'ailleurs que c'est forcément que négatif, je dis en tout cas que c'est un état structurel et nouveau de la politique au niveau international. Alors, allons plus loin dans ce que vous décrivez sur ce nouveau type d'incarnation. Moi, il y a un chapitre qui m'a intéressé sur la communication kitsch de ces nouvelles figures du prince. Et vous passez un peu de temps à décrire cette scène que beaucoup de Français ont vue, qui est l'élection d'Emmanuel Macron lorsqu'il fait sa marche au Louvre, qui fait son discours devant la pyramide du Louvre. Et vous avez des phrases assez sévères. Vous pointez le déjà-vu, le retour dégradé de l'ancien. Et vous finissez par conclure qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de l'incarnation. Comment vous expliquez cette sorte de ressassement permanent du passé? Et encore une fois, même question, qu'est-ce que ça a de nouveau par rapport à d'autres dirigeants avant qui déjà puisaient dans des symboliques, dans des références du passé? Oui, alors, je pense que ça correspond à l'esprit du temps. Je suis sévère, alors non pas contre des individus, le but n'est pas spécialement de stigmatiser ni Macron, ni Obama. Oui, vous prenez d'autres exemples. Ni Salvini, en réalité, ils ne sont que des marques du temps, et à ce titre-là, moi je suis très sensible au fait que, comme le disait Fernand Braudel, les événements et les hommes, c'est l'écume de l'histoire. Il ne faut pas trop accorder une importance démesurée. C'est pour ça aussi parfois que je peux être un peu agacé par l'importance qu'on donne en politique aux acteurs politiques. Ils jouent un rôle, mais ce n'est pas le rôle intégral. Il me semble que dans le cas du kitsch du pouvoir dont je parle, c'est ce qui frappe l'époque. C'est comme l'ancien monde est en train de mourir. On voit bien qu'on est en train de passer à autre chose. Que cette autre chose n'est pas encore très définie, contrairement à ce qu'aimerait penser Emmanuel Macron, je doute qu'il soit l'incarnation de ce nouveau monde, c'est plutôt une technique marketing. On est dans un entre-deux dans lequel on ressasse en permanence, et je crois que c'est la singularité de notre époque, les symboles du passé. Alors en effet, je disais que la marche vers la pyramide du Louvre le soir de l'élection, c'est vrai que ça rappelle, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire politique, ça rappelle beaucoup le 21 mai 1981, quand François Mitterrand monte au Panthéon. Sauf que François Mitterrand, il est porté par les militants, le peuple de Paris, etc., alors que Emmanuel Macron est face, seul à la foule. Alors, c'est pas parce que vous prenez la même musique, que vous prenez des lieux symboliques du mitterrandisme que ce sera la même chose. On peut étendre cette dimension-là à la façon dont Trump récupère le « Make America Great Again », qui vient de Ronald Reagan. C'est le même slogan, quoi. C'est le même slogan. La façon dont Orban n'en peut plus de rejouer les scènes du nationalisme hongrois des années 20. La façon dont Erdogan, alors on sort un peu de mon champ parce que je m'intéressais aux leaders démocrates, mais comme Erdogan remime la geste d'Atatürk, réinventé, etc. On voit bien que ce qui caractérise l'époque, c'est que la politique et les acteurs politiques se révèlent totalement incapables d'anticiper ce que va être le monde qui s'ouvre.
Et même on le voit d'ailleurs dans les attitudes que peuvent avoir différents leaders vis-à-vis d'un personnage comme Greta Thunberg ou vis-à-vis même des revendications des jeunes, des écologistes et des jeunes qui marchent dans la rue. Moi, ça me frappe. C'est l'incapacité à penser qu'on est en train de basculer dans un monde dont les codes profonds ont changé. Et les codes ne sont pas fixés par les acteurs politiques. C'est la société qui fixe les codes. Et les acteurs politiques s'adaptent à ça. Et donc, cette incapacité fait que, puisqu'on ne sait pas faire, on regarde dans le rétroviseur de ce qui a déjà marché et on répète. Et on recommence toujours la même chose. Et c'est ce qui me semble caractériser justement ces nouveaux princes. Ouais. Et d'ailleurs, parmi tous les exemples que vous venez de citer, de Macron à Trump, vous dites bien que c'est un phénomène qui concerne des leaders qui sont à la fois, entre guillemets, populistes ou entre guillemets progressistes, mais que la dichotomie qui est souvent faite parfois ne tient pas en fait quand on est non, quand on observe la façon dont ces leaders gouvernent en réalité. Là, je ne parle pas tant de leurs idées ou en tout cas mais le style programme de induit, mais le style de gouvernement. La façon dont on gouverne en mettant en permanence en avant son personnage privé, comme synonyme du personnage public, qui me paraît un problème absolument fondamental. Parce que comment est-ce que vous voulez en démocratie médier les conflits si tout se joue autour de pour ou contre Trump, pour ou contre Macron? Mais ça empêche complètement la démocratie de fonctionner. Quand je vois la façon dont ils appauvrissent la langue ou qu'ils pervertissent la langue, je ne vois pas énormément de différence finalement des deux côtés de la frontière qu'on crée entre les populistes et les démocrates libéraux. Voilà, quand je vois la façon dont ils gouvernent seuls, au milieu de contre-pouvoirs effondrés ou qu'eux-mêmes contribuent à affaisser, ou qu'ils attaquent, que ce soit M. Macron qui critique la presse ou M. Salvini, dans la façon dont ils profitent de ce monde en fait effondré, ce monde de ruine d'une certaine manière, dans lequel évidemment les syndicats, les partis politiques n'ont plus le rôle qu'ils ont pu connaître aux époques importantes de la social-démocratie dans les années 50 ou 60. Et là, je vois beaucoup de similarités, c'est-à-dire une grande difficulté justement à naviguer à vue dans ce monde qui est en pleine recomposition. Et je crois que là, ici encore une fois, on a tort d'exagérer leur opposition. Ils peuvent être opposés dans des principes politiques. Personnellement, moi, je préfère, je le dis à chaque occasion, je préfère avoir un président comme M. Macron, quoi qu'on puisse en penser, que M. Trump, parce que ça m'évite au moins d'avoir honte tous les jours. En revanche, je pense qu'on ne devrait pas surestimer leurs différences. En tout cas, hormis les différences de style, je parle des différences de gouvernement. Un autre aspect que vous explorez sur ce nouveau style d'incarnation, dont on peut dire un petit mot, c'est les codes des séries. Et c'est assez fascinant parce que je lisais le livre cet été et c'est le moment où Trump a fait une sorte de proposition d'achat au Danemark en disant je vous achèterais bien le Groenland si jamais vous vouliez le vendre. Et je me suis dit, pour ceux qui connaissent la série danoise Borgen, je crois que c'est en accès libre maintenant sur Arte, je la conseille, on se dit mais les scénaristes n'auraient jamais osé un tel truc, quoi. Et je trouve que vous capturez bien ça dans le bouquin. Et alors vous parlez d'un arc narratif, que les politiques utilisent cette technique de l'arc narratif. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce que c'est ? L'arc narratif, c'est dans une série, il y a ce qu'on appelle la storyline, c'est-à-dire la ligne principale de la série. Alors je prends l'exemple de House of Cards, par exemple. House of Cards, c'est un soutien important de quelqu'un qui vient d'être élu président de la République et qui est au Parlement, qui est un membre du Parlement américain, souhaite devenir ministre des Affaires étrangères, Secretary of State, et le président finalement le trahit en refusant de lui donner ce poste et en le maintenant au Parlement. C'est Kevin Spacey qui joue ce Kevin Spacey joue le rôle de Frank Underwood et Frank Underwood décide de se venger et donc à terme de prendre la place du président actuel. Bon, ça c'est la base. Et puis il y a un arc narratif, c'est-à-dire que si on résolvait cette intrigue en une saison ou même en un épisode, ça irait pas très loin. Donc on crée des rebondissements. Ces rebondissements, c'est une manière de se tenir le spectateur en haleine pour lui dire « Eh bien, si tu regardes le prochain épisode, à la fin, tu vas peut-être avoir la réponse à la storyline, c'est-à-dire à est-ce que Frank Underwood prendra la place du président ?» Ce qui est frappant, c'est que dans un monde politique où la confusion est maximum entre le réel et la fiction, eh bien, le fonctionnement politique fonctionne de la même manière. On vous dit, par exemple, si vous attendez, si vous mélisez, vous aurez un certain nombre de promesses qui vont être acquises, qui vont être mises en œuvre. Bon. Au bout d'un an, on vous dit non, on n'a pas eu le temps de le faire, mais attendez, si vous attendez la deuxième année, vous allez voir qu'on va arriver à mettre en place ces promesses. Acte 2, l'acte 2 du quinquennat. Alors attendez, non, le plein d'emploi, c'est pas tout de suite. Attendez la fin du quinquennat et réalisez-moi, et vous verrez que d'ici 10 ans, je vous garantis que vous aurez ce que vous voulez. Donc, on tient le spectateur électeur en haleine, d'une certaine manière,
pour permettre de garder une légitimité qui est de plus en plus fragile. Et qui est de plus en plus fragile aussi parce que nous-mêmes, les citoyens, sommes de plus en plus impatients, sommes de plus en plus en demande d'une action politique qui elle-même a de moins en moins de pouvoir réel sur nos vies. Donc là, il y a un autre paradoxe qui est très intéressant, et je pense que la confusion entre réel et fiction, elle est aussi le produit de notre propre imaginaire, de notre propre impatience et de notre incapacité, nous les citoyens, à faire face à la réalité. Ce n'est pas seulement les acteurs politiques qui sont responsables. Pour ma part, vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'ai présenté cette émission sur France Culture, l'Atelier du pouvoir. Je suis professeur de sciences politiques, ça fait des années que je travaille sur la vie politique. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de blâmer les acteurs politiques, c'est de comprendre comment dans une société, tous les éléments de cette société interagissent les uns avec les autres et portent chacun en eux une part de responsabilité. Donc, la question de la fiction et de la réalité, ce n'est pas seulement Emmanuel Macron ou Donald Trump qui nous l'impose. C'est nous qui sommes plus désireux de croire une bonne histoire, même si elle est fausse, qu'une histoire vraie, si elle est mal racontée. Et ça, il faut qu'on questionne ce rapport à la réalité. Alors, on va rebondir là-dessus, mais je poursuis quand même sur House of Cards, parce que bon, c'est une série qui a eu un succès assez énorme, que les politiques eux-mêmes ont beaucoup regardé. Et à un moment, dans un passage du livre, vous dites, mais il y a presque le risque, au fond, que cette fascination de House of Cards nous fasse rêver, penser la politique comme elle est dans House of Cards, alors que c'est évidemment une caricature qui pousse les curseurs du cynisme vraiment au maximum. Et là, c'est une question justement pour le professeur de sciences politiques que vous êtes, puisqu'on est dans une émission où on parle aussi de cette discipline. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, de la part de la science politique, une sorte d'attention très exacerbée sur les enjeux d'intérêt, de conflit, d'accaparement du pouvoir, et peut-être une sous-estimation excessive des motivations morales, idéologiques de l'engagement politique? Alors, c'est possible. Je ne sais pas si c'est la faute de la science politique. Je pense que si la science politique avait un tel pouvoir, ça se saurait. Moi, je le regrette. Je pense qu'elle devrait en avoir plus, évidemment. Je pense en effet qu'on oublie trop souvent que, comme le dit Max Weber, la politique, c'est deux choses. C'est la satisfaction d'objectifs moraux, mais aussi des avantages matériels, l'obtention d'avantages matériels. C'est les deux, en fait. Quand on pense à l'homme politique, il n'y a pas d'homme politique aux mains propres ou l'homme de pouvoir aux mains sales. Il y a un acteur politique en général, un homme ou une femme politique. Ce sont des personnages et des personnalités qui recherchent à promouvoir un certain nombre d'idées et aussi à en retirer des intérêts matériels. Et à ce titre-là, ce n'est pas forcément grave. Mais je voudrais revenir sur l'histoire de House of Cards. Parce que c'est une histoire qui est fascinante. Ceux qui connaissent la série House of Cards, c'est vrai que les personnages de Frank Underwood et de sa femme, Claire, qui sont les personnages principaux de la série, sont des personnages épouvantables. Ce sont des gens qui sont prêts à tout, à trahir, à mentir, à tuer, parce qu'ils vont jusqu'au meurtre, pour parvenir au pouvoir et ensuite s'y maintenir. Les scénaristes de cette série, House of Cards, ont toujours revendiqué qu'ils voulaient pousser au maximum la caricature de la politique sur la ligne du Richard III de Shakespeare, ce personnage épouvantable que décrit Shakespeare dans la tragédie de Richard III, qui montre le mal du pouvoir, une conception machiavélique du pouvoir, et pas seulement machiavélienne. Et ce qui est intéressant, en effet, c'est que ce que je constate, c'est que un nombre croissant de citoyens aiment cette série parce qu'ils sont persuadés qu'elle est le reflet exact de la politique. Comme si les acteurs politiques pouvaient vraiment être ces vampires suceurs de sang, ces tueurs presque en série, ces traîtres absolus. Et je trouve que ça montre quand même une vision très dégradée de la politique, ce qu'on appelle en sociologie politique notre vision de citoyen critique, et qui montre la distance vis-à-vis de la démocratie. Et je trouve que ça, là encore une fois, c'est un peu dommage parce que, évidemment, la politique, en réalité, ce n'est pas ça. La politique, ce n'est pas seulement des coups pour parvenir au pouvoir, c'est une gestion d'une société. Et pour tous ceux qui pourraient observer de près la vie d'un élu, y compris Emmanuel Macron, ils seraient surpris de voir que 90% de son temps, il n'est pas de répondre aux interviews et de penser aux petites phrases et de faire des coups. Il est de gérer une cité et c'est une activité extraordinairement difficile. Donc il me semble que, c'est ce que j'essaie de dire un peu dans la fin de ce livre, il faudrait arrêter de voir finalement les acteurs politiques comme soit des diables absolus, soit des anges, soit des êtres qu'on devrait idolâtrer, mais ce sont des gens qui ont la responsabilité lourde, écrasante de gérer nos sociétés, et on devrait les mettre là où ils sont. Leur demander des comptes d'un côté, mais ne pas les mettre non plus sur un piédestal ou dans une poubelle. Alors, justement, terminons sur la dernière partie du livre, où vous dites qu'il peut exister une forme d'incarnation démocratique.
Alors, première question, ça veut dire, si je vous comprends bien, qu'en fait, on aura toujours du mal à se passer d'incarnation, en tout cas tant qu'on reste sans doute dans des régimes représentatifs qui ressemblent peu ou prou aux nôtres. Et du coup, une incarnation démocratique, ça veut dire quoi en fait? Quel exemple on a sous la main? Alors, moi, ce qui m'intéressait en faisant ce livre, qui est, comme vous l'avez compris, très critique des nouvelles formes d'incarnation, c'était quand même aussi de me distancer de gens dont par ailleurs j'admire le travail, comme Jacques Rancière, qui va dire bon, la démocratie, c'est la compétence des incompétents, mais qui sous-tend l'idée qu'on n'aurait pas forcément besoin de personnalités qui incarnent l'autorité et la politique. Il me semble que justement dans un monde d'histoire, et ça on ne va pas revenir en arrière, dans un monde dans lequel fiction et réalité se mélangent, on aura besoin de porte-voix. Et on a toujours eu besoin de porte-voix. À ce titre-là, ça ne me choque pas particulièrement. Il me semble qu'une forme d'incarnation démocratique, elle serait déjà une incarnation qui s'intéresserait plus à ce que moi j'appelle des leaders d'entraînement que des leaders de contrainte. Je fais une distinction entre les deux. Le leader d'entraînement, c'est celui... On peut donner des exemples de figures. Exemple, Nelson Mandela est un leader d'entraînement avant de devenir un leader de contrainte. Martin Luther King, c'est un leader d'entraînement. Ce sont des gens qui, par leur exemple moral, par la voie qu'ils tracent, nous donnent envie de les suivre. Ça, il me semble que c'est très positif. Le leader de contrainte, c'est celui qui a la capacité de nous contraindre à faire quelque chose. Donc, qui est dans un rapport de pouvoir dans lequel A peut forcer B à faire quelque chose que B n'aurait pas voulu faire si A ne lui avait pas demandé. Et je trouve que l'analyse politique est obsédée par le leader de contrainte. Parce que c'est vrai qu'à la tête des États, on a avant tout des gens qui ont la capacité de nous contraindre, nous les citoyens. Une incarnation démocratique, ce serait déjà celle où un acteur politique commence à penser qu'il peut devenir un leader d'entraînement en premier lieu et s'intéresse à cela. Première chose. Deuxième chose, une incarnation démocratique, ça pourrait être une incarnation plus collective, dans lesquelles, comme moi je prends l'exemple de Ada Colau à Barcelone, et ben dans lesquelles on a quelqu'un qui se pose la question même de l'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans cette situation? Qu'est-ce que je représente? Ça implique de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on représente. On a trop pris au pied de la lettre cette théorie de la représentation qui, en France, a été choisie finalement vers 1848. On élit les meilleurs, alors les acteurs politiques se persuadent qu'ils sont les meilleurs. L'aristocratie électorale. L'aristocratie électorale. Et il me semble que c'est ça qu'il faut détricoter. On n'est pas à la fin de la démocratie représentative en tant que soi, on est à la fin d'une forme de démocratie représentative. Il va falloir réintroduire du collectif justement pour fluidifier cette machine démocratique. Question bonus, parce qu'à Mediapart, on a beaucoup documenté la figure d'Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis, cette démocrate de l'aile gauche du camp démocrate, l'aile socialiste même, qui a un usage pour le coup très professionnel des réseaux sociaux, où elle met en scène y compris les éléments de sa vie privée qui lui permettent de dire un message politique. Pour vous, elle correspond à cette idée du leader d'entraînement? Ah bah oui, elle est vraiment dans cette démarche-là. Moi, je trouve ça fascinant, cette nouvelle génération de jeunes acteurs politiques, alors aux États-Unis, puis j'espère demain en France, qui justement se servent de la machine, parce que, encore une fois, le but n'est pas de dire oh là là, le spectacle c'est très méchant, il faudrait revenir à une sorte de vérité en politique. La politique, c'est une mise en scène, depuis toujours. Je veux dire, depuis Hobbes parle déjà du masque qui est sur le visage du souverain. Ouais, 17e siècle. 17e siècle, donc c'est pas d'aujourd'hui. Moi, encore une fois, il ne faut pas être scrogneux par rapport à ça. Il ne faut pas se dire il faudrait revenir à un monde parfait, idéal, d'une politique vérité. Ça n'existe pas. En revanche, se servir des moyens qui sont mis à la disposition des acteurs politiques pour en faire quelque chose qui soit autre chose que la pure conquête du pouvoir pour le pouvoir, c'est-à-dire sortir de ce que Machiavel dit, parvenir au pouvoir et s'y maintenir, mais être capable de retracer des horizons de transformation d'une communauté politique, alors là oui, là, on a le droit d'utiliser ces moyens. La politique, elle n'est pas mauvaise en soi. Tout dépend ce qu'on en fait. Et donc, Alexandria Ocasio-Cortez, parmi d'autres, elle essaye de tracer cette voie. On va voir dans quelle mesure elle y parviendra. Merci beaucoup Vincent Martini pour nous avoir accordé cet entretien. Merci. Et donc, je rappelle, publication du Retour du Prince, et c'est aux éditions Flammarion. Merci de nous avoir regardés et je vous renvoie pour tous nos entretiens au site de Mediapart.